Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée en profondeur. Je suis ravie de vous retrouver pour décortiquer un sujet qui, disons-le franchement, touche absolument tout le monde aujourd'hui. Bonjour à tous. Oui, c'est un sujet brûlant. Bah oui, parce qu'il y a ce sentiment incroyablement universel en ce moment, une impression très moderne qui semble épargner personne, peu importe notre domaine d'activité ou notre mode de vie. C'est Cette impression d'être débordé. exactement cette impression constante, presque étouffante, de courir dans tous les sens, de l'aube au crépuscule, d'être perpétuellement surmené, mais, et c'est là que c'est curieux, de se sentir complètement sous-utilisé. C'est le grand paradoxe de notre époque, en fait. Oui, voilà. On a l'impression d'être sur un tapis roulant qui va de plus en plus vite. On répond frénétiquement à des notifications incessantes, on subit une pression sociale énorme et on souffre d'une incapacité presque physique à dire non. Hmm. L'impression finale, c'est d'être toujours en mouvement sans jamais vraiment avancer vers ce qui compte profondément. Et c'est là que notre exploration d'aujourd'hui prend tout son sens. Ce diagnostic est vraiment frappant de justesse. Et c'est précisément pour disséquer ce phénomène qu'on va se baser sur une pile de notes et d'analyses tirées de l'ouvrage Essentialisme de Greg McKeown. Un livre fascinant, vraiment. Absolument. L'objectif de notre discussion aujourd'hui, notre mission en quelque sorte, c'est d'extraire la moelle de ces recherches pour comprendre comment reprendre le contrôle absolu de ses propres choix. Ce qui est captivant avec cette approche, c'est que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout une énième technique de gestion du temps. Non, c'est pas une méthode pour faire des to-do list plus longues. Exactement. Il ne s'agit pas de trouver comment caser 48 heures de tâches dans une journée de 24 heures. Au contraire, ça appelle un changement radical de paradigme. L'idée centrale, c'est d'accomplir moins, mais mieux. Moins, mais mieux. C'est puissant. Et tu sais, en parcourant nos notes pour préparer cette session, je suis tombée sur une anecdote au tout début de l'ouvrage qui m'a particulièrement interpellée. Celle de l'hôpital Raud. Oui, l'histoire à l'hôpital. Parce qu'elle illustre à merveille le danger de ce que l'auteur appelle le non-essentialisme. C'est une histoire très personnelle qu'il raconte. Mhm. Le jour de la naissance de sa fille, alors qu'elle n'avait que quelques heures et que sa femme était complètement épuisée sur son lit d'hôpital, l'auteur s'est senti obligé d'assister à une réunion avec un client. C'est fou quand on y pense. C'est complètement fou. En fait, un collègue lui avait envoyé un courriel suggérant que c'était un mauvais moment pour avoir un bébé. Un mauvais moment pour avoir un bébé. La formulation est incroyable. Bah oui. Et le collègue insinuait qu'il devait absolument être présent à cette rencontre professionnelle. Et le pire, c'est qu'au lieu de refuser catégoriquement, au lieu de poser une limite claire, il y est allé. Il a laissé sa famille à l'hôpital dans un moment aussi crucial et intime. Et cette décision, elle est lourde de sens quand on l'analyse de près, surtout quand on découvre la chute de l'histoire. Oh, la chute est terrible. La réunion n'a servi strictement à rien, le client n'a pas du tout été impressionné par ce prétendu dévouement professionnel. En fait, ça a même pu paraître un peu étrange ou carrément déplacé de le voir débarquer alors que sa femme venait d'accoucher. C'est clair. Et l'auteur raconte avoir ressenti une honte profonde, la honte d'avoir sacrifié un moment irréparable pour essayer de plaire à tout le monde. Et cette anecdote, elle sert vraiment de fondation à toute la philosophie qu'on va explorer. La leçon est brutale. Elle est brutale, mais la conclusion est limpide. Si l'on ne fixe pas ses propres priorités, quelqu'un d'autre le fera à notre place. C'est la phrase à retenir. Oui, que ce soit un patron, un collègue ou la société en général, le vide laissé par notre indécision sera systématiquement comblé par les exigences des autres. Renoncer à son propre pouvoir de choix, c'est laisser les circonstances dicter sa vie. C'est une réalisation qui fait mal, mais qui est tellement nécessaire. Et en creusant dans les recherches, on tombe sur un concept qui contrecarre une de nos croyances les plus tenaces. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du succès. Très important ça. Logiquement, on a tendance à croire que le succès apporte plus de liberté, plus de contrôle sur son temps. Mais les données montrent très souvent l'inverse. Tout à fait, parce que le succès initial, il naît d'une grande concentration. Quelqu'un se focalise sur un objectif clair et ça marche. Mais ce succès attire irrémédiablement de nouvelles opportunités. C'est là le piège. Une personne brillante se voit confier de plus en plus de projets. Elle devient la ressource incontournable au bureau ou même dans sa vie sociale. Et cette abondance d'opportunités finit par diluer ses efforts. En essayant de tout faire, on s'éloigne de la clarté et de la concentration qui avaient justement généré cette performance de départ. C'est ça. Le succès devient, ironiquement, un catalyseur d'échecs. L'énergie est éparpillée. C'est l'image classique, on fait 1 millimètre de progrès dans 1 million de directions différentes, au lieu de faire 1 kilomètre dans la seule bonne direction.
Cette dynamique d'éparpillement explique parfaitement pourquoi tant de personnes talentueuses finissent par stagner ou faire un burn-out. Et pour contrer ce paradoxe, nos sources mettent en lumière une figure historique du design qui a magnifiquement incarné l'antidote à ce problème. Dieter Rams. Exactement, Dieter Rams, le célèbre designer qui a longtemps œuvré pour la marque Braun. Son principe directeur se résumait en 3 mots allemands. Weniger, aber besser. Ce qui signifie très exactement « moins, mais mieux ». C'est devenu son mantra. Oui, et il faut s'imaginer le contexte de l'époque, dans les années 60. L'industrie électronique fabriquait des tourne-disques qui ressemblaient à des énormes meubles très lourds. Avec du bois massif partout. Du bois massif, rempli de boutons complexes, de fioritures inutiles. C'était la norme absolue. L'abondance d'éléments servait à justifier la valeur du produit aux yeux du consommateur. Et c'est là que la rupture de Rams est fascinante. Au lieu de suivre cette tendance lourde de l'accumulation, lui et son équipe ont fait l'inverse absolu. Ils ont enlevé tout le superflu. Tout. Ils ont retiré le bois, les boutons qui servaient à rien, le design encombrant. Ils ont créé un appareil incroyablement épuré. Juste une plaque de métal et un couvercle en plastique transparent. On l'a même surnommé le cercueil de Blanche-Neige à l'époque, tellement c'était inhabituel de voir à travers. C'est vrai. Et c'était perçu comme un risque commercial énorme. Mais ce design a littéralement révolutionné l'industrie et a inspiré des générations entières de créateurs jusqu'aux smartphones qu'on utilise aujourd'hui. L'essentialisme appliqué à la vie, c'est exactement cette même démarche. C'est avoir le courage de retirer tout le bruit non essentiel, toutes les distractions, pour révéler la fonction véritable et la beauté de ce qui compte vraiment. Mais cette pureté, elle ne s'obtient pas par hasard, tout comme la clarté dans une vie professionnelle demande une vraie méthode. L'ouvrage propose un processus en 3 grandes étapes. Oui, un processus très rigoureux. Et la première phase peut sembler totalement contre-intuitive. C'est l'exploration. L'exploration. Oui. On imagine souvent, à tort, qu'une personne très concentrée avance avec des œillères, qu'elle ignore le monde qui l'entoure pour rester fixée sur un seul point. Mais l'analyse montre qu'un véritable essentialiste explore en réalité beaucoup plus d'options qu'une personne dispersée. C'est paradoxal de se dire qu'il faut regarder plus de choses pour en faire moins. C'est vrai, mais la différence fondamentale, c'est le but de cette exploration. L'essentialiste explore largement pour pouvoir filtrer impitoyablement. Il cherche l'unique chose qui aura un impact maximal. Et ce qui m'a fait sourire dans cette partie, c'est la nature de certains conseils pour bien explorer. Contrairement aux manuels de productivité habituels qui prônent l'optimisation de chaque seconde de la journée, l'auteur recommande vivement de sanctuariser du temps pour jouer, Pour le jus, oui. pour la réflexion libre et surtout de manière très appuyée pour dormir. Oh, le sommeil. Dans une culture d'entreprise qui valorise encore beaucoup trop les nuits blanches, le surmenage, le fameux manque de sommeil porté comme une médaille d'honneur, lire qu'il est indispensable de dormir 8 heures pour réussir, c'est tellement rafraîchissant. Le sommeil est trop souvent traité comme une faiblesse. Ou pire, comme une perte de temps pour les gens qui ne sont pas assez motivés. Complètement. Or, la recherche scientifique citée dans l'ouvrage remet les pendules à l'heure de façon magistrale. Le sommeil, c'est la protection vitale de notre actif le plus précieux, notre cerveau. Oui, Les données mentionnent d'ailleurs les études célèbres du psychologue Anders Ericsson sur les meilleurs violonistes du monde. Les résultats sont clairs. Ces musiciens d'élite dorment souvent plus que les musiciens de niveau moyen. ils intègrent même des siestes dans leur journée, non? Exactement, des siestes stratégiques. Parce que le sommeil préserve la capacité de discernement cognitif. Sans un cerveau reposé, il est neurologiquement impossible de trier les options complexes de la vie avec lucidité. Et cette lucidité, on en a besoin pour l'outil de filtrage de cette phase d'exploration. La fameuse règle des 90%. Cette règle est d'une exigence folle, mais elle est terriblement efficace. L'idée est d'évaluer chaque opportunité sur une échelle de 0 à 100. Et si la note n'atteint pas au moins 90, alors la réponse n'est pas un peut-être, ni un on verra. C'est un non. C'est un non ferme et définitif. Si ce n'est pas un oui absolu, total et profondément enthousiaste, ça doit être rejeté. C'est une façon de tuer dans l'œuf toutes ces opportunités qui sont juste pas mal, ou disons intéressantes, mais qui finissent par vampiriser le temps. Au détriment de ce qui est exceptionnel. Voilà. La mise en pratique de cette règle demande une audace peu commune. Et le cas d'Henrik Sala détaillé dans nos sources en est la parfaite illustration. Son histoire est incroyable. Cet homme occupait un poste de professeur titulaire dans le monde universitaire en Californie. Le Graal académique absolu. La sécurité de l'emploi-vie, le prestige, un chemin tout tracé jusqu'à la retraite.
Le genre de poste que des milliers de personnes rêvent d'avoir. Exactement. Pourtant, sa passion viscérale, celle qui l'animait depuis l'enfance, c'était la protection des océans et l'exploration sous-marine. Il a appliqué cette règle des 90% à sa vie, et il a pris la décision radicale de quitter son poste confortable pour rejoindre le National Geographic. En tant qu'explorateur en résidence. Ce qui rend cette histoire si puissante, c'est pas seulement le fait qu'il ait suivi sa passion, c'est la quantité de choses excellentes auxquelles il a dû renoncer. C'est le cœur du sujet. Il a refusé des offres professionnelles que la majorité des gens auraient acceptées les yeux fermés. Des offres très bien rémunérées, hyper prestigieuses, mais pour lui, elles n'atteignaient tout simplement pas les 90%. Il a eu la force de dire non à du très bon pour préserver tout son temps et son énergie pour l'exceptionnel. Pour lui, c'était la création de réserves marines protégées à travers le monde. Et cette intransigeance face au médiocre ou au simplement bon, ça nous amène naturellement à la deuxième grande étape du processus. Et sans doute la plus délicate émotionnellement. L'élimination. Car oui, une fois qu'on a exploré et identifié cette minorité vitale d'activité, il faut obligatoirement se débarrasser du reste. Sur le papier, ça semble d'une logique implacable. Mais dans la vraie vie, c'est une toute autre histoire. Éliminer signifie affronter la friction sociale. Ça implique de dire non à des collègues, à des amis, à des membres de la famille. L'analyse psychologique du livre rappelle une vérité dure, chaque choix implique indéniablement un renoncement. L'illusion de notre époque, c'est de croire qu'on peut tout faire sans offenser personne. C'est là que le courage émotionnel entre en jeu. Et il y a une histoire profondément touchante dans nos sources concernant Stephen Covey, le célèbre auteur. Ah oui, l'histoire avec sa fille. Oui, il avait planifié depuis longtemps une soirée spéciale en tête-à-tête avec sa jeune fille. Un moment très attendu par elle pour aller voir un film et manger une glace. Et alors qu'il s'apprêtait à partir, il a croisé par hasard un vieil ami dans le hall de son hôtel. Une figure influente en plus. Voilà, quelqu'un d'important qu'il n'avait pas vu depuis des années. Cet ami, ravi de le retrouver, l'a invité à se joindre à lui pour un dîner le soir même. Et la pression sociale classique aurait dicté d'accepter. On se dit facilement, l'enfant comprendra, c'est une opportunité de réseau, on repoussera la glace à demain. La facilité aurait été de céder. Et pourtant, Covey a poliment mais fermement décliné l'invitation de son ami. Il a simplement expliqué qu'il avait déjà un engagement crucial avec sa fille. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est la trace indélébile que ce nom a laissée. Sa fille, devenue adulte, a raconté à quel point cette soirée l'avait marquée pour le reste de sa vie. C'est magnifique. Elle a compris, par cet acte concret, quelle était la priorité absolue de son père, bien au-delà de n'importe quelle relation professionnelle. Cette anecdote démontre qu'il faut avoir le courage de décevoir poliment pour préserver ce qui est fondamental. Un non prononcé avec tact suscite souvent plus de respect à long terme qu'un oui balbutié à contre-cœur qui mène de toute façon à un engagement mal tenu. Totalement. Mais en plus de la pression sociale, nos recherches soulignent un autre obstacle majeur lors de cette phase d'élimination. Ce sont nos propres biais cognitifs, et particulièrement un piège redoutable, le piège des coûts irrécupérables. Le fameux. Pour expliquer ça simplement, c'est ce petit bug de notre cerveau qui nous pousse à rester jusqu'à la toute fin d'un film affreux au cinéma. On souffre pendant 2 heures, tout simplement parce qu'on a déjà payé le billet de 10 €. Alors que la logique pure voudrait qu'on parte faire quelque chose d'agréable, puisque l'argent est perdu quoi qu'il arrive. Mais notre cerveau refuse d'admettre la perte de cet investissement initial. Et ça s'applique à tout. L'exemple historique utilisé dans l'ouvrage pour illustrer ce biais à grande échelle est fascinant. C'est le projet de l'avion supersonique Concorde. Un cas d'école. Les gouvernements britanniques et français, qui finançaient conjointement le projet, ont su bien avant la fin de la construction que l'avion ne serait jamais un succès commercial viable. Les données financières étaient catastrophiques. Les coûts de développement explosaient. C'était un gouffre financier absolu. Et pourtant, ils ont continué. Ils ont continué à injecter des milliards de fonds publics. Pourquoi ? Par simple fierté politique. Et par une incapacité psychologique à admettre que l'investissement initial était une erreur monumentale. Ils étaient complètement coincés dans le piège des coûts irrécupérables. Face à de tels projets qui s'éternisent, que ce soit au niveau d'un gouvernement ou dans notre propre vie personnelle, l'approche préconisée est de poser la question inverse. Si je n'avais pas déjà investi tout ce temps ou cet argent dans ce projet, est-ce que je déciderais d'y investir aujourd'hui ? Et si la réponse est non, il faut couper les ponts immédiatement. L'auteur propose d'ailleurs une métaphore géniale pour adopter cette posture. Il dit qu'il faut devenir le monteur de cinéma de sa propre vie. C'est une très belle image. Un bon monteur ne se contente pas d'empiler de belles images les unes après les autres. Son vrai travail, c'est de couper sans aucune pitié des scènes entières.
même si elles sont esthétiquement superbes. Même si elles ont coûté des millions à tourner. Si la scène n'apporte rien à l'intrigue principale du film, elle saute. L'essentialisme, c'est une discipline d'élagage permanent. Le rôle du monteur est souvent invisible, mais il est la condition sine qua non de la clarté d'une œuvre. Mais couper les mauvaises scènes est une chose, s'assurer que le film final se déroule sans accroc en est une autre. Ce qui nous amène naturellement à la troisième et dernière dynamique abordée dans nos notes. L'exécution. L'exécution, oui. Parce qu'une fois qu'on a exploré les options de manière exhaustive et éliminé le superflu, il faut bien agir sur l'essentiel. Et l'approche traditionnelle, disons, non essentialiste, consiste souvent à forcer l'exécution par la pure volonté. On serre les dents, on travaille très tard, on pousse dans la douleur, on boit du café et on accumule le stress. La perspective étudiée ici est radicalement différente. Il s'agit de concevoir un système où l'exécution devient fluide, presque sans friction. Pour imager cette idée de fluidité, il y a une métaphore issue de la théorie des contraintes en management, c'est très parlant. C'est celle du randonneur le plus lent. Ah oui, très efficace. Imaginons un groupe de marcheurs en file indienne sur un sentier étroit en montagne. Si l'on veut que le groupe tout entier arrive plus vite au sommet, l'instinct primaire de beaucoup de leaders serait de crier sur ceux qui sont en tête pour qu'ils accélèrent. Sauf que physiquement, ça ne sert à rien. La ligne va juste s'étirer et se casser. Exactement. La seule vraie solution est d'identifier le marcheur le plus lent à l'arrière, de comprendre ce qu'il retient et de lui enlever du poids de son sac à dos pour le répartir. Au lieu de pousser plus fort sur tout le monde, on retire l'obstacle principal. C'est une méthode d'une efficacité redoutable pour l'exécution de n'importe quel projet. Retirer les obstacles plutôt que de forcer le passage, c'est une philosophie d'action très élégante. Et ça préserve l'énergie. Oui. Et pour maintenir cette dynamique d'exécution sans s'épuiser, les recherches soulignent l'importance capitale des petites victoires. Face à un problème complexe, l'erreur classique est de chercher une solution massive et immédiate, ce qui paralyse tout le monde. Et nos notes relatent un cas d'école très inspirant à ce sujet, celui de la police de Richmond, au Canada. Une histoire fascinante de gestion urbaine. Ce district faisait face à un taux important de récidive et de petite criminalité chez les jeunes. Et au lieu de durcir uniquement la répression, ce qui demande des ressources immenses et crée énormément de friction, ils ont expérimenté une approche novatrice. Ils ont commencé à distribuer des contraventions positives. Des contraventions positives, le concept est génial. C'est brillant de simplicité. Quand les agents voyaient un jeune faire une bonne action, quelque chose d'aussi simple que de jeter un déchet à la poubelle, de traverser au bon endroit ou de porter son casque à vélo, ils s'arrêtaient, non pas pour le réprimander, mais pour lui donner cette fameuse contravention positive. C'était un petit bout de papier qui récompensait ce comportement. Parfois accompagné d'une entrée gratuite pour un cinéma ou un centre de loisirs. Ils ont attaqué le problème de l'incivilité par des micro-renforcements positifs plutôt que par de grandes campagnes punitives. Et l'impact psychologique sur la communauté a été profond. Nos sources mentionnent l'histoire vraiment émouvante d'un jeune garçon qui avait aidé une personne dans la rue. Un policier s'est approché et lui a remis cette contravention en lui disant solennellement qu'il avait le pouvoir de rendre sa ville meilleure. Et la réaction de l'enfant est révélatrice de la puissance de la méthode. Il a affiché ce bout de papier sur le mur de sa chambre, il a formellement refusé de l'échanger contre la récompense matérielle prévue. Le bout de papier valait plus que le ticket de cinéma. Infiniment plus. Le sentiment de fierté, la reconnaissance de sa valeur par une figure d'autorité, c'était l'essentiel. En récompensant systématiquement le positif à très petite échelle, la police de Richmond a transformé l'identité même de ces jeunes, faisant chuter considérablement la criminalité juvénile à long terme. Tout ça grâce au cumul de ces minuscules victoires. C'est la preuve que les petits ajustements essentiels transforment un système. Bon, tout cela est intellectuellement passionnant, mais comment le transposer très concrètement dans le quotidien de quiconque nous écoute ? Quand on jongle entre les courriels, les réunions et les obligations familiales. Il faut un outil visuel. Voilà. Et nos notes proposent une analogie que tout le monde peut visualiser. L'image d'une grande garde-robe. On peut très bien comparer la vie professionnelle et personnelle à un immense placard. Si l'on ne fait rien, si l'on ne gère pas activement cet espace, il se remplit inévitablement. Des vêtements qu'on ne porte jamais s'accumulent au fil des saisons. Dans la vie de tous les jours, ce sont des projets mineurs, des engagements pris par politesse, ou des réunions sans ordre du jour qui s'empilent et encombrent l'agenda. Et la façon dont on aborde le tri de ce placard définit notre niveau d'essentialisme. L'approche classique, face à un vêtement inutilisé, consiste à se demander s'il y a une chance, même infime, de porter cette veste un jour pour une occasion spéciale.
Avec un critère aussi laxiste, le cerveau trouve toujours une excuse. Et on ne jette absolument rien, le placard reste plein à craquer. Alors que l'approche analysée dans l'ouvrage impose des questions d'une toute autre exigence. Est-ce que j'adore ce vêtement? Est-ce qu'il me va à la perfection en ce moment même? Et surtout, si je ne l'avais pas déjà dans mon placard, serais-je prêt à dépenser de l'argent pour l'acheter aujourd'hui? C'est radical. Si la réponse n'est pas un oui franc et massif, le vêtement doit être donné ou jeté. Appliquer ce niveau de filtrage chirurgical aux sollicitations du quotidien allège d'un coup une immense charge mentale. Mais attention, la mise en garde est claire. Il ne s'agit pas de faire un grand ménage de printemps intellectuel une fois par an. Non, c'est une discipline de tous les instants. C'est un système de pensée continu. Un réflexe à adopter face à chaque nouvelle demande, chaque nouveau courriel, chaque opportunité qui se présente à la porte de notre agenda. De Bronnie Ware. L'infirmière en soins palliatifs? C'est ça. Elle a documenté pendant des années les plus grands regrets exprimés par les patients à la toute fin de leur vie. Et le résultat de ces observations est un formidable signal d'alarme pour nous tous. Le regret numéro 1 n'a rien à voir avec le travail. Rien du tout. Le regret le plus universel n'est jamais lié à la productivité. Personne sur son lit de mort ne regrette de ne pas avoir accompli plus de tâches ou assisté à plus de réunions stratégiques. Jamais. Le regret le plus fréquent, invariablement, est celui-ci. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, et non la vie que les autres attendaient de moi. C'est d'une profondeur bouleversante. Ça remet tout en perspective. Et ça illustre pourquoi l'essentialisme est décrit comme l'antidote direct à ce regret universel. Il offre la méthode, mais surtout le courage de faire taire le bruit extérieur pour enfin écouter et suivre sa propre voix intérieure. Savoir dire non aux myriades de futilités est la seule façon de préserver l'espace nécessaire pour dire oui à ce qui fait le sel de notre existence. C'est magnifique. Pour conclure cette vaste réflexion, il y a une idée qui émerge de nos recherches et qui pousse à l'introspection. Oui, une petite pensée provocatrice pour terminer. Imaginons l'impact mondial si, dès aujourd'hui, chaque personne sur Terre décidait d'éliminer une seule activité non essentielle, même une activité bonne en apparence, pour la remplacer par un moment véritablement essentiel pour elle ou ses proches. L'effet papillon serait immense. Totalement. Que se passerait-il si le simple fait de respirer et de se demander quelle est la chose la plus importante en cet instant précis devenait notre réflexe par défaut face à chaque nouvelle sollicitation? Surtout dans un avenir où la technologie, l'intelligence artificielle par exemple, va automatiser tout le travail non essentiel. La seule compétence humaine qui fera la différence, ce sera notre capacité à discerner ce qui compte vraiment. L'essentialisme ne sera plus juste une option de bien-être, ce sera notre avantage fondamental, la compétence clé du futur. Sans cette philosophie raisonnée en soi, plonger dans le livre de Greg McKeown s'impose comme une évidence. C'est un voyage dense, rempli d'outils concrets pour passer de la théorie à la pratique et vraiment changer de logiciel mental. Et le chemin vers l'essentiel est un travail de tous les jours. C'est semé de choix difficiles. Mais c'est assurément la voie vers une vie où l'on arrête enfin de courir pour tout simplement commencer à avancer vers la bonne destination. Merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des idées qui transforment le quotidien.